Alors bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. Donc aujourd'hui on va voir trois choses. Première chose, la préparation avant le feu. Deuxième chose, faire des jumping jacks, c'est bon pour la santé. Et troisième chose, on va se reconnecter à la terre. Donc pour ce tuto ici, vous aurez besoin de trois choses. La première, c'est d'un couteau, type couteau bushcraft, couteau de survie. Peu importe la marque, peu importe le poids ou la taille de la lame, il faut quand même une taille acceptable. Ce qui est important, mais on en verra plus tard dans les tutos juste sur les couteaux, c'est qu'il soit plat de semelle, c'est-à-dire que la lame se prolonge jusqu'au bout du manche pour augmenter le coefficient de dureté de la lame et la solidité du couteau. Ça c'est important. Un manche que vous avez bien en main et éventuellement une dragonne que vous pouvez rajouter en plus pour la sécurité. Deuxième objet qui ne vous quittera jamais en bushcraft, la scie pliante, d'accord. Encore une fois, il y a des meilleures marques que d'autres, on verra des tutos là-dessus. N'investissez pas dans du matériel cher et vilain, mais investissez quand même dans du matériel de bonne qualité. Donc il faudra trouver le juste milieu entre le prix et entre la qualité. Ici, voilà, une petite scie pliante qui vous suivra partout en bushcraft. Et la troisième chose, une hachette ou une hache en fonction. Moi j'aime bien les petits formats qui sont très solides au niveau du métal et qui s'aiguisent facilement. D'accord, c'est ces trois outils-là dont vous aurez besoin pour ce tuto aujourd'hui. Voilà, donc pour ramasser le bois, on ne va pas ramasser du bois par terre, même du bois mort par terre, il sera d'office trop humide. On va aller chercher le bois mort sur pied, c'est-à-dire du bois qui est toujours dans l'arbre, mais qui est mort. Donc ici, au niveau de la récolte de bois mort sur pied, vous voyez ici qu'on a un arbre qui est encore vivant puisqu'il y a des feuilles. Par contre, on a une branche ici qui est tout à fait morte, où il n'y a plus une seule feuille dessus. Un bon moyen de savoir si le bois est vraiment sec, c'est quand on le craque, il doit vraiment briser comme du verre. Ok, ça c'est du bois sec. Ça c'est du bois sec. Est-ce que j'ai fait du mal à l'arbre? Non, je n'ai pas fait de mal à l'arbre. Il serait de toute façon tombé avec le vent. L'avantage que j'ai avec ce bois-ci, c'est qu'il sera sec à 100% et avec aucune humidité dedans. Le bois parfait pour démarrer le feu. Quand vous avez des grosses sections comme ici qui sont mortes sur pied, ça c'est parfait pour maintenir le feu toute la nuit. À ce moment-là, vous aurez besoin d'une hachette ou d'une hache ou d'une grosse scie. Et on viendra chercher le plus bas possible où l'arbre est encore ultra sec pour avoir un maximum de bois et venir le couper ici. Faites attention quand vous utilisez une hachette. La hachette doit toujours continuer dans une direction non dangereuse. Ça va? Alors une fois que vous avez choisi votre aire de feu, un endroit qui vous semble correct, vous allez devoir commencer à retirer les feuilles tout autour du feu à plus d'1,50 m afin que celles-ci ne prennent pas feu. Alors donc ici, afin d'allumer le feu correctement, je vous avais déjà dit de protéger vos bois de l'humidité pour pas que le feu démarre au niveau de l'humidité. Bonjour Joël, ça va Joël? Voilà, tu viens faire du feu avec? Allez, voilà. Donc, pour protéger votre feu de l'humidité, on va faire un petit plancher. Ainsi, on va respecter également le triangle du feu qui demande de l'air pour que le feu prenne mieux. Et donc, pour ce faire, je dispose 2 ou 3 grosses sections au sol et de plus petites sections ici qui peuvent être de bois vert ou de bois mort dur pour ne pas qu'il brûle directement. Et c'est ici que je viendrai déposer mes feuilles séchées et mon petit bois pour allumer le feu. Si on est à proximité d'une rivière ou dans un sol rocailleux, on mettra des roches ou des cailloux partout au sol afin de protéger de l'humidité. Faites juste attention que si vous prenez les cailloux dans une rivière et que ces cailloux sont humides, avec la chaleur du feu, ultérieurement ils pourront exploser. Donc à ne pas faire. Prenez des cailloux ou des roches sèches que vous disposerez de la même façon pour isoler le feu du sol. Alors ici, une fois que j'ai fait mon foyer et que je l'ai protégé de l'humidité, je l'ai rajouté du bois mort
éventuellement d'autres petits bois en dessous desquels je vais rajouter de la terre pour protéger mon feu du vent. D'accord? Donc ici j'aurai une petite protection du vent pour l'allumer et ensuite il sera encadré afin que les braises ne débordent pas sur les feuilles sèches autour et ne mettent le feu à la forêt. Voilà, donc on a les 4 ingrédients essentiels pour démarrer le feu, à savoir l'initiateur de flamme, des herbes sèches, des feuilles sèches, le petit bois, le bois moyen et le plus gros bois qui va alimenter le feu toute la nuit. Quand on n'avait que des gros bois et qu'il fallait obtenir du petit bois pour démarrer le feu, on allait faire ce qu'on appelle du bâtonnage. Donc la technique de bâtonnage, c'est quoi? Tout d'abord, il faut mon couteau que je prendrai dans la main faible et une massue assez résistante pour pouvoir frapper sur le couteau. Alors, pour ceux qui ont une dragonne, vous mettez la dragonne et je vais venir positionner mon bois sur quelque chose de solide, un autre bois, une souche, peu importe, et mettre le tranchant au niveau du milieu du bois. Alors vous voyez que le tranchant dépassera toujours de mon bois. Si c'est un trop gros tronc, vous n'arriverez pas à couper correctement. Une fois que j'ai ça et que j'ai ma massue, je vais venir frapper la lame pour pouvoir fendre l'intégralité du tronc. Comme ceci. Une fois que je suis à moitié rentré dedans, je vais devoir frapper au niveau de la pointe et descendre progressivement afin de pouvoir couper le bois en deux. Une fois que j'obtiens une section plus courte, je réitère l'action jusqu'à l'obtention de petits bois. Et encore jusqu'à obtenir du bon bois sec qui sera parfait pour le feu. Alors pour la deuxième technique, donc ce qu'on appelle les bâtons hérissons, ce sera des petits bâtons où on va écarter la fibre avec le couteau, cette fois-ci dans la main forte. J'utilise le petit bois que j'ai coupé au niveau du bâtonnage pour avoir vraiment un bois bien sec. Et maintenant je vais venir ici couper de légers filaments afin d'écarter le bois, que celui-ci soit bien aéré pour que le feu puisse prendre beaucoup plus facilement dedans. Alors vous verrez qu'en fonction de la fibre du bois, il y a des côtés qui sont plus faciles à couper que d'autres. Une fois que j'aurai ce type de bâton là, je le mettrai sur l'initiateur de flamme et le feu démarrera beaucoup plus vite. Donc quand on a récolté le bois moyen ou le gros bois, qu'on a des longs tronçons comme ça, on va faire des plus petites portions pour alimenter le feu avec la scie pliante. Alors au niveau du feu, évidemment, tout ce qui est à moins de 150-200 mètres des habitations, on oublie. Tout ce qui est feu dans une forêt Natura 2000 ou soumise à autorisation, à part les endroits qui sont prévus à cet effet, les feux sont interdits. Donc renseignez-vous bien d'abord où vous allez faire vos feux avant d'agir. Alors bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au travail au poids du corps. Aujourd'hui on voit le jumping jack. Alors le jumping jack, c'est un exercice qui est beaucoup utilisé par l'armée, par les forces de l'ordre, parce qu'il est très complet. Le but du jumping jack, c'est quoi? On va essayer de muscler l'ensemble du corps et surtout de brûler pas mal de graisse, ce qui est très intéressant puisqu'ici on recherche une certaine harmonie. Alors, vous allez voir dans les exercices comment réaliser le jumping jack. Alors le jumping jack, on va garder le corps droit et gainé, ça va? Donc les abdos bien contractés. Et on inspirera lors du saut écart. Vous verrez donc le jumping jack, ça consiste en plusieurs sauts répétitifs. Alors, ça travaille quoi le jumping jack? Ça travaille les mollets, ça travaille les cuisses, ça travaille les épaules, ça travaille les abdos et les lombaires au niveau de la chute de rein. Donc c'est très complet. Et en même temps, il s'agit d'un travail cardiovasculaire très élevé, donc brûleur de graisse. On va travailler la respiration, on va travailler la résistance du corps et du cœur. Alors bien que le jumping jack soit l'exercice ultime par excellence,
Il y a néanmoins des précautions à prendre. Donc les personnes qui seraient vraiment en surpoids très important ou les personnes qui souffriraient du dos, des articulations, ne faites pas cet exercice. C'est un exercice qui est quand même, comme je vous l'ai expliqué, très complet et assez intensif. Donc si vous avez des douleurs, quelles qu'elles soient au niveau des articulations et du dos, ou que vous êtes en surpoids, ne faites pas cet exercice. Alors au niveau de l'entraînement, d'accord, donc comme je vous expliquais, c'est utilisé par l'armée. Par exemple, la Royal Navy commence souvent certains types d'entraînement par 12 minutes de jumping jack rien que pour l'échauffement. Ça, c'est des gens qui sont déjà entraînés. Pour vous qui n'êtes pas entraîné ou qui êtes déjà entraîné mais qui ne connaissez pas cet exercice, on va commencer doucement, ça va? Donc je vous propose un programme de 5 minutes. Vous prenez un chrono, vous prenez une montre, peu importe. 5 minutes où toutes les 30 secondes vous ferez du jumping jack et toutes les 30 secondes après, vous récupérez 30, 30. Une fois que vous êtes un peu plus aguerri et que vous commencez à avoir la niaque, à ce moment-là, on peut corser un peu l'exercice en faisant par exemple une séance de 4 minutes où là, on va faire 20 secondes de jumping jack et 10 secondes de repos. 20, 10, 20, 10. D'accord? Respirez bien, comme je vous l'ai dit. Donc, on inspire lors du saut écart, on expire quand on revient. Écoutez votre corps et vous verrez que c'est un exercice qui va vous apporter énormément. Bon courage! Alors bienvenue dans cette troisième partie, donc un peu plus ésotérique. Aujourd'hui j'aimerais bien vous parler du earthing ou earth grounding. Alors le earth grounding c'est quoi? C'est le fait de se reconnecter à la terre en marchant pieds nus. Oui, je sais ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir c'est génial. Alors pourquoi marcher pieds nus? Pourquoi se reconnecter à la terre? Nous, notre corps ici, nous sommes électriques. Notre santé dépend toujours d'une certaine harmonie, d'une certaine neutralité. Au niveau du système terrestre, l'ionosphère, qui est située plus ou moins à 96 km au-dessus de nous si je ne m'abuse, est chargée positivement. La Terre, elle, la surface de la Terre est chargée négativement et est dotée de pas mal d'électrons négatifs donc, qui sont absorbés par nos pieds, qui devraient être absorbés par nos pieds. Le problème c'est que depuis que nous portons des baskets, des chaussures en caoutchouc, celles-ci nous isolent du sol et donc nous devenons électriquement instables. Alors cette instabilité, ça entraîne quoi? Ça entraîne des inflammations, des douleurs chroniques dans notre corps et autres déstabilisations au niveau de la santé. Le fait de marcher pieds nus, ça va nous permettre de récupérer ces électrons, d'accord, ces électrons libres, et donc cette harmonie au niveau du corps. Bénéfice de ça, les inflammations au niveau articulaire, au niveau du corps vont diminuer, les douleurs chroniques vont diminuer. Pour ceux qui ont du mal à dormir, le sommeil va s'améliorer, d'accord. Mais il y a d'autres avantages aussi. Au niveau de l'irrégularité du sol, quand on marche, d'accord, il va y avoir un massage naturel au niveau de la voûte plantaire. Et vous savez que par exemple au niveau réflexologie, on utilise ce massage des pieds pour agir sur certains organes. Ça va augmenter votre sensibilité aussi, nerveuse au niveau des pieds. Et donc, quoi qu'il arrive, ça va réharmoniser électriquement votre corps et vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors pour ceux qui sont intéressés pour aller plus avant au niveau de cette démarche, je vous conseille le film Down to Earth de Clinton Hobert. Donc vous pouvez aller voir ça sur YouTube aussi. C'est quelqu'un qui a fait des recherches scientifiques justement sur le fait de marcher pieds nus et de se reconnecter à la terre. Et là, vous y verrez les bienfaits d'un point de vue plus scientifique avec des schémas, avec des analyses cliniques sur ce procédé. Donc moi, si j'ai une chose à vous conseiller maintenant, c'est tirer vos chaussures et aller marcher. Voilà, mais donc on est à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça m'encouragera. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!